Ben, salut Ariane Beaumont. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que je t'ai taraudé pour venir sur notre podcast. Merci, je suis Maxime Tardif. Ben, grand plaisir. Je suis super content de t'avoir parce que ça fait partie du visage de Hochelaga Maisonneuve. On est des amis avec les années parce qu'on fait des transactions immobilières ensemble, mais je sens qu'on va apprendre plein d'affaires, surtout aujourd'hui quand même. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Ariane, qui es-tu? En fait, je suis une entrepreneur. J'ai, il y a 12 ans, ouvert... j'imagine que c'est mon parcours professionnel que tu vois. Non, personnel aussi, parce que tu disais tantôt que tu es de Farnham. Ah oui, ben tu peux remonter à la genèse de qui tu es. Je viens de Farnham. En fait, entre Farnham puis Saint-Césaire, sur la rivière Yamaska. En fait, j'ai grandi sur le bord de la rivière Yamaska. Puis, je viens d'un père qui est sculpteur, puis d'une mère qui est entrepreneur. Elle a été longtemps agricultrice, puis après ça, elle a eu une salle de spectacle. Fait que, pas des milieux qui se côtoyaient beaucoup, mais c'est pas mal. Fait que je viens de 2 parents entrepreneurs, puis j'ai étudié en arts plastiques au cégep. J'ai juste fait un DEC en arts plastiques. J'ai arrêté. Tu dis je faisais du pain en arts plastiques. Je sais même pas faire de pain. Ah, c'est ça que oui, effectivement. Ouais. Mais non, c'est mon chum qui est boulanger. En fait, j'ai rencontré Jérôme chez Première Moisson, une job-in que j'avais pris pour quelques mois. Puis, j'en revenais de voyage. Puis, j'ai rencontré Jérôme, puis c'est un boulanger. Fait que moi, j'ai toujours su que je voulais avoir mon entreprise. Puis, je dis tout le temps ça à la blague, là, mais si j'avais rencontré un plombier, on aurait une plomberie. Ah ouais, hein? Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que j'ai rencontré un boulanger, on a une boulangerie. Cool. Dis-moi donc, Aroma fait partie du décor de Hochelaga Maisonneuve. Ils avaient développé un super branding, une genre de communauté. Moi, c'est une activité familiale. Là. C'est dimanche matin, les enfants vont chez Aroma chercher un pain. Whatever de pain, ça peut être un pain Kaiser ou les enfants, ils veulent juste aller chez Aroma chercher un pain. Comment ça s'est développé le concept? Puis, on parlait aussi de l'ampleur de ça parce qu'à un moment donné, ça a commencé par Aroma, puis ça s'est développé. Puis on a parlé souvent, parce qu'à un moment donné, les entrepreneurs, tout comme au bout de notre chaîne, c'est-tu rendu trop gros ce qu'on a fait finalement? Fait que parle-moi un peu du parcours de ça. Ben en fait, l'idée de la boulangerie, je vais dire, elle est née, la première fois qu'on en a parlé, Jérôme travaillait chez Première Moisson, moi j'étais en décoration commerciale, puis je mijotais sur un projet d'avoir mon entreprise, puis j'aurais aimé ça travailler avec Jérôme sur un projet. Puis quand la SAQ... en fait, nous, on a acheté dans le quartier en 2005. On a acheté, ça commençait là, le développement du quartier, puis j'avais 24 ans, là. C'était... Oui, ça fait que tu avais un condo sur... Oui, on avait un condo sur... de Chambly. Dans les anciens... Où il y avait les anciennes industries Lavaux. C'était au début... Ben, pas au début, mais... Ça commençait. Oui, ça commençait, le quartier, là. Puis, fait que nous, on s'est acheté un petit condo sur plan. On a déménagé dedans en 2005. Puis c'était gros dans ce temps-là pour nous. On était jeunes. Puis on avait plein de voisins. Puis on trouvait... On avait... En fait, c'est un projet de condo avec 95 unités de condo. Puis à côtoyer nos voisins, il y a des choses qui nous manquaient comme... il y avait le marché Maisonneuve, mais à proximité de la place Valois, là, parce qu'on était vraiment à proximité de la place Valois, il n'y avait pas grand-chose à part la fruiterie, l'épicerie, puis ça manquait de... Puis il y avait la boucherie. Puis mais qu'est-ce qu'il y avait dans votre local? Vous avez actuellement, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Okay. On est les premiers occupants. OK, parfait. Parce que ça a été construit pas mal en même temps qu'on a déménagé dans le quartier. Puis... nous, on avait pensé, quand la SAQ est déménagée, tu sais, elle était au coin de Pineur, au coin de Jeanne d'Arc, puis c'est ça. Elle est déménagée à côté. Tu sais, elle était où il y a le magasin de vapoteuses puis toutes sortes d'affaires, là. Non, de sacoches, là. Oui, elle était là juste sur le coin de Jeanne d'Arc, au début. Je me souviens pas de ça. Puis ça avait fait un local vide. Puis la SAQ avait agrandi à côté. Puis on s'était dit, oh mon Dieu, ça serait parfait à côté de la SAQ. Fait que l'idée, en fait, a commencé à mijoter là. On a commencé à, pour le fun, lancer des idées. Puis finalement, c'est pas là qu'on s'est installé pantoute. Finalement, écoute, la place Valois, ça nous semblait un bon spot, mais à ce moment-là, il y avait
il y avait personne qui l'avait jamais loué. Ça venait d'être construit. Ça a été pendant 1 an vide. Puis la place Valois, c'était pas connu encore. Puis il y avait pas vraiment d'activité sur la place Valois. Il y avait pas d'achalandage non plus. Puis on était loin de la rue. Fait que les gens hésitaient à aller louer. Puis aujourd'hui, je te dirais que c'est pas cher, mais dans ce temps-là, on trouvait ça bien, bien cher, le loyer. Ouais. Les entrepreneurs, ils regardaient le loyer, puis c'était... mais c'était neuf. Fait que nous, on a... je suis allée faire mon plan d'affaires. Mon chum me dit, va faire ton plan d'affaires. On en reparlera dans 1 an. Puis je pense qu'il pensait que... Ça allait être oublié. Ça allait être oublié. Puis je dis toujours, mon chum, ça a été sûrement la personne la plus difficile à convaincre de ce projet-là. Mais Jérôme n'est pas facile à convaincre de toute façon de nature. Non, oui. C'est vrai. C'est vrai que tu connais ce côté-là. Jérôme, là, fâche-toi pas. Mais ça a été certainement la personne la plus difficile. Même la banque a été plus facile à convaincre que Jérôme dans ce projet-là. Et mon Dieu, ouais, c'est correct. Il m'a fait travailler fort, puis j'ai fait un plan d'affaires. Fait que, à un moment donné... Il y a du positif là-dedans, tu sais, parce que t'es sûr qu'une fois qu'il y a un oui, c'est que c'est Oui. Mais je dis toujours, mais ce matin-là, avant d'aller signer notre bail, parce que là, le local, ça faisait... Mon plan d'affaires était fait. On avait appelé la banque. Il était presque embarqué dans le projet. Puis le local de la Place Valois est encore à louer 1 an plus tard. Ah ouais. Fait que là, j'ai dit, c'est lui qu'on prend. Ah ouais. Ouais. Tant que tu faisais ton plan d'affaires, il était ouvert. Ouais. Il était encore libre. Ouais. Wow. Puis, il y avait la chocolaterie Praline et Caramel, avec j'avais les mois précédents, en tout cas, d'avoir la boulangerie, j'y parlais un peu parce que comme on était en alimentation toutes les deux, je voulais avoir une boulangerie. Elle avait une chocolaterie, je lui posais des questions. Puis dans ce temps-là, elle était sur Sainte-Catherine, puis elle dit, écoute, je pense que je vais aller sur la place Valois. Fait que j'ai dit, OK. Fait qu'elle dit, si tu veux venir t'installer à côté, ça serait un mix intéressant, un match intéressant. Fait que j'ai dit à mon chum, j'ai dit, il faut aller signer le bail parce que c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Parce que là, il y a la saucisserie qui venait de signer son bail. Ouais. Puis il y avait Praline et Caramel qui venait de signer. Puis là, il restait... En fait, c'est 2 locaux jumelés, là, mais il restait 2 locaux qui étaient parfaits pour nous. J'ai dit à mon chum, c'est là qu'il faut qu'on soit. Puis le matin d'aller signer le bail, il me dit encore, Ariane, on n'est pas prêt. Dans 10 ans, mais pas là. Je sais pas ce qui est arrivé dans la journée. Je pense que je l'ai embarqué dans le char, je l'ai attaché, puis je sais pas ce qui est arrivé, mais on l'a signé. Ouais, puis après ça, c'était parti. Ouais. Fait que c'est un peu, c'est ça. En discutant avec nos voisins, tout le monde, on faisait un peu le plan d'affaires sur notre terrasse. Fait que, puis c'était drôle parce que ce condo-là, on avait une terrasse avec tous les voisins autour de nous, puis les gens venaient prendre des cafés sur ma terrasse, venaient prendre une bière le soir. Fait que vraiment, là, je l'ai faite en consultant ce bébé-là est né dans le quartier. Oui, absolument, absolument. Puis c'est pour ça qu'on l'a appelé Aroma, parce que c'est vraiment ici que ça a pris naissance. Le Oma, c'est pas pour être snob, c'est pas pour vouloir mettre les pauvres dehors, c'est vraiment parce que ça se dit mal Hochelaga Maisonneuve dans un nom, fait qu'on a pris le short name, là. Mais c'est né ici, puis ça appartient à Hochelaga, là. Wow. Là, il y a tout, évidemment, le projet Aroma est parti, mais il y a tout le branding qui a été un peu... qui était différent de ce qu'on voyait d'habitude, je pense, puis qui a fait un peu la culture de l'entreprise aussi. Je me sais plus qui avait fait le branding. Là, je ne veux pas m'asser-dessus. Ça a changé 2 fois de nom depuis, mais c'est Écorce. C'était Écorce qui est maintenant devenu... oh mon Dieu... Faudrait que je regarde. Je sais pas parce qu'ils ont changé de nom, mais à ce moment-là, c'était Écorce Atelier créatif ou je me souviens plus là, en 12 ans, ça l'a changé comme 3 fois de nom, mais c'est une super belle boîte de design. Puis on avait déjà un design à la base, on avait demandé à un ami de nous faire un design. Puis, quelques mois après l'ouverture, on s'est dit, il me semble que ça nous prendrait des sacs. Il me semble que ça nous prendrait. Fait qu'on est allé voir Écorce, parce que j'avais une copine qui travaillait là. Puis, on est allé voir Écorce, puis on leur a dit, on aimerait ça avoir des sacs, faire des sacs. Puis, on dit, ouais, mais votre image, là,
ça marchera pas. Il faudrait... fait qu'ils nous ont convaincus de changer l'image après quelques mois d'ouverture. Ah oui, hein? Oui, parce que le logo, c'était pas ça au début. Okay. Puis on a décidé, on n'avait pas d'argent à ce moment-là, vraiment pas. On a quand même décidé d'investir là-dedans. Puis honnêtement, c'est le meilleur investissement qu'on a fait. C'est à important, ce moment-là, je vais parler de ça, ouais, branding. Mais c'est le meilleur investissement qu'on a fait. Je pense qu'Aroma ne serait pas ce qui est aujourd'hui si on n'était pas passé par là. Ah oui, hein? Si on n'avait pas décidé de prendre cette décision-là. Puis je te le dis, quand on l'a fait, ça nous avait coûté 10 000 pour le design. Mais 10 000 quand tu démarres en entreprise, un four de boulangerie, là, je me souviens, le four qu'on avait acheté était 25 000 Puis là, c'était 10 000 qu'on mettait sur quelque chose qu'on ne voyait pas. Je veux dire qu'on ne touchait pas. C'est dur, un four, ça te permet ouais. de travailler, ça te permet de... Tu peux même leur vendre si ça ne marche pas. Oui, ben oui, c'est ça. Mais là, le branding, on le savait qu'il fallait le faire. Comme on avait compris qu'il fallait le faire, mais c'est ça, les moyens financiers n'étaient pas tout à fait là, mais on sait, de toute façon, les 5 premières années d'une entreprise, ça n'existe pas des moyens financiers. Là. Ouais. Fait qu'on avait quand même décidé d'y aller, puis finalement, c'est ça, c'est le meilleur, c'est le meilleur investissement qu'on a fait, puis tu sais, c'est de faire affaire avec des professionnels, ça fait que le logo, encore aujourd'hui, il n'a pas l'air... Intellectuel. Oui, il n'a pas l'air démodé ou... tu sais, on n'a pas l'air figé dans le temps. Oui, parce que souvent, justement, c'est un aspect en tant qu'entrepreneur de revoir l'image, puis il y a le shortcut de dire, je vais sous-traiter, puis mettre ça sur des... Il y a différents sites qui existent pour ça. Mais le processus créatif, puis est-ce que tu as été impliqué dans le processus créatif du logo, de ce qui a été finalement mis de l'avant? C'est sûr qu'ils sont allés avec nos valeurs, notre vision de notre entreprise. Ils nous ont suggéré des choses, mais oui, je veux dire, eux autres, ils nous ont pitché plein de trucs. On a fait des choix. Ils sont retournés avec ça. Fait que ça a été je pense que ça a pris 1 an. Ah oui, hein? Oui, ça a été long quand même. Wow, intéressant. Je sais pas. Moi, ce qui m'impressionne dans ta business, parce que c'est le défi, je pense, de beaucoup d'entrepreneurs, c'est la gestion de personnel. Ah oui. Parce que là, toi, tu en as du personnel. Tu as combien d'employés? En fait, parce que en 12 ans, on a maintenant 3 emplacements, 2 boutiques, mais qui font leur production. Puis on a maintenant la shop qui est un endroit qui produit pour tout ce qui est commercial, tout ce qui va à l'extérieur, en fait. Puis les 3 ensemble, ça fait 150 employés. OK, ouais. Non, je ne savais pas que c'était autant que ça, là, mais... Oui, les 3 ensemble, ça fait 150 employés. Est-ce que c'est le plus grand défi d'un entrepreneur? Est-ce que c'est la gestion de personnel? Oui, puis je pense que tout le monde va le dire. Ouais, pour vrai, tous les entrepreneurs à qui je parle, notre plus grand défi, c'est ça. Okay. C'est rare que c'est pas ça. Comment est-ce que tu as réussi à trouver une certaine stabilité à travers ça sur la gestion, comment la rétention des employés? T'as-tu finalement, parce qu'on s'entend qu'au bout de plusieurs années, il y a du monde qui vient, il y a du monde qui part, tu fais des réflexions sur comment avoir une rétention. T'es-tu venu à bout de ça à ce moment-ci? Tu es encore en réflexion sur comment faire une bonne gestion d'employés? Puis je te le demande parce qu'il y a pas quel monde qui vont se poser la question. Oui, mais on est toujours... c'est sûr que ça évolue avec les années. Quand on a commencé il y a 12 ans, on était Jérôme, moi et 4 employés. Fait qu'on était en tout 6 qui travaillaient à la boulangerie. Puis bon, il a fallu commencer à engager du monde, mais les premières années, c'est sûr que Ariane puis Jérôme étaient toujours sur place. Ariane puis Jérôme travaillaient tous les jours dans leur entreprise, donc les gens venaient travailler pour Ariane et Jérôme. Nos employés, c'était devenu nos amis. C'est pas le même... puis à un moment donné, avec le temps, plus il y a des employés plus on grossit l'équipe, plus après ça, il est venu l'histoire d'avoir 2 emplacements, puis maintenant un 3e. C'est sûr que j'ai des employés aujourd'hui que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Là. Ouais. Mais c'était même un phénomène avec la clientèle. Tu rencontrais ta clientèle absolument, aussi. Absolument. En même temps, tu te détaches de tout un peu, mais ça, il faut apprendre à laisser aller ces affaires-là aussi. Oui, ça, je te dirais que c'est une des choses qui m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Puis qui me nuit longtemps aussi, parce que à force de vouloir tout faire, tout contrôler, on finit par
pas par se noyer, mais presque. Oui, c'est vrai. Il faut faire attention. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est tout le temps, quand on est en entreprise, tu veux tout contrôler un peu comment ça se passe. Tu deviens un peu même fatigant. Hey, ça, c'est-tu fait, c'est-tu pas fait? Il faut que tu lâches prise puis que tu dis, écoute, je fais confiance à mon monde, puis ça va. Il faut quand même avoir les bonnes personnes qui amènent la vision de l'entreprise. Tu sais, ça aussi, c'est important. Mais quand tu as les bonnes personnes, il faut apprendre à les laisser. Puis ce sera pas tout le temps comme moi j'aurais fait, mais c'est pas parce que moi je l'aurais pas fait comme ça que c'est pas c'est ça qu'il faut apprendre à se dire, en fait. Je te dis, je suis normal. Oui. Non, mais à un moment donné, il faut juste se dire, bon, je peux pas être là partout. Je pourrais pas me rendre ailleurs si j'apprends pas à faire ça. Fait qu'à un moment donné, il faut apprendre à faire confiance puis à décrocher. Là. C'est intéressant. Je suis content qu'on adresse ce point-là ensemble. À ce jour, c'est quoi ton plus gros succès chez Aroma, tu penses? Qu'est-ce que tu es le plus fier de ce que tu as fait? Permettre à 150 personnes de payer leur loyer. C'est mon plus grand défi, mais c'est ma plus grande fierté aussi. Puis on n'a pas fini tantôt sur ça, mais maintenant, on a une directrice RH, puis c'est cette personne-là qui m'amène à... Fait qu'on peut travailler... Maintenant, on travaille sur le bien-être de nos employés. On n'est plus juste à essayer d'embaucher des gens. On a quelqu'un qui le fait. Là. Fait que, c'était juste pour finir la... Ça a été une chose que tu as dû faire, j'imagine, engager quelqu'un spécifiquement pour ça. Mais même... au début, on ne sait pas. Mais quand on est petit, on peut pas se dire je vais m'engager un directeur RH. Là, je veux dire, il y a pas... mais avec le temps, tu te rends compte que toute l'énergie que tu mets là-dessus, c'est souvent de l'énergie perdue parce que comme on n'est pas des professionnels, ben on finit par un peu... à improviser là-dessus. Effectivement. Puis on fait des mauvais choix. Puis on c'est ça. Moi, je le dis souvent, quand avec mon personnel, je me dis, je suis pas la bonne personne pour le gérer. Puis c'est Émilie qui est là, qui gère aussi cette partie du travail parce que ça devient... On est des entrepreneurs, on est des créatifs, mais on n'est pas nécessairement les meilleures personnes pour gérer ce personnel-là à tous les moments. Souvent, ce prix-là nous fait peur. Tu sais, le prix d'un directeur RH, mais quand on calcule l'énergie qu'on passe, la formation des employés parce qu'on fait des mauvais choix, quand on calcule tout ça, c'est vite rentabilisé. C'est un investissement à ta propriété. Puis, petit truc comme ça, quand tu veux engager un directeur RH ou que tu veux te faire aider au niveau des RH, Emploi Québec donne des subventions pour mettre le pied. Puis une fois que tu l'as pris, la première fois, on a pris la subvention, on a fait affaire avec une firme de externe qui venait, une firme de chasseurs, pas de chasseurs de tête, mais voyons, bon, je cherche mes mots un matin, mais en tout cas, une firme de consultation pour les ressources humaines, puis ils sont venus chez nous, puis ils nous ont monté plein de documents, tout ça, puis on s'est dit, ben on n'a pas le choix, là, on peut pas continuer si on n'est pas plus organisé. Puis ça nous a juste donné ça nous a juste convaincus qu'on en avait besoin. Fait que prendre les bonnes décisions au bon moment. Fait que c'était au moment où c'était arrivé. Puis c'est ça, souvent, je parlais avec quelqu'un hier, justement, je disais, écoute, là, tu as besoin d'engager comme 2 adjointes là, parce que dans 3 semaines, il va être trop tard, tu engages n'importe qui, puis tu fais ça n'importe comment. Fait que c'est important de prendre les bonnes décisions au bon moment dans ton entreprise, sinon tu es rendu trop tard, puis là, c'est là que ça commence à revoler de tous les bords. Oui, puis il faut savoir investir aussi dans nos employés, parce que les investissements qu'on fait, c'est payant en bout de ligne. C'est plus payant que de toujours donner le minimum, puis faire le minimum, puis... fait que c'est d'investir dans nos ressources humaines pour que les employés soient heureux, soient bien formés, restent longtemps, puis qu'ils n'arrivent pas dans des périodes toujours de crise. Ouais. Parce que c'est justement quand tu as besoin d'un adjointe, c'est pas quand tu arrives au dernier jour où tu en as besoin. Il faut que tu le prévois un peu d'avance pour que les gens soient mieux accueillis puis soient moins garochés. Ouais. Puis tu sembles avoir... moi, je fréquente surtout la boutique sur Ontario parce que je suis tout le temps dans le coin, là. Je vois souvent les mêmes visages. On a un noyau dur. Un petit noyau dur, puis ça tourne autour de ça. Ouais, c'est sûr que c'est le service à la clientèle, c'est des métiers qui sont plus difficiles. C'est souvent des étudiants. Fait que c'est difficile, mais... non, il y a des périodes plus difficiles, mais ça va bien. On parle de ça. Comment tu vois le service à la clientèle? Si on parle, puis c'est un sujet qui n'est pas délicat, mais qui est particulier. Au niveau des générations,
les jeunes aujourd'hui, les plus âgés, comment tu vois leur approche, les services à la clientèle, est-ce qu'ils sont habitués à ça? Est-ce que c'est un naturel pour eux de faire ça? Ou tu vois-tu une certaine constance où tu as besoin de plus les former un petit peu ou moins? Ou... Ben, je dirais pas par génération, je dirais que chaque personnalité est différente. C'est surtout ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu le sais, dans la vie, tu es un vendeur ou tu l'es pas, tu es un entrepreneur ou tu l'es pas. Il y a des choses qui s'apprennent, puis il y a des choses que les gens ne l'apprendront jamais parce que ça fait pas partie de leur... fait que pour... Je pense pas que ce soit une question de génération. Après ça, de génération, il y a des choses qui changent. Il y a des ce que je remarque avec la nouvelle génération, c'est que 40 heures, c'est difficile de leur faire 40 heures. On entend beaucoup parler de qualité de vie. Sûrement que c'est important, la qualité de vie. Je pense que... Mais je sais pas c'est parce que nous autres, dans la tête d'un entrepreneur, on fait combien d'heures par semaine? Ben, on les calcule pas. On les calcule pas. Puis on est biaisé là-dessus parce qu'on s'attend à ce qu'un employé dise, ouais, c'est juste 40 heures. Mais ça, c'est pas notre réalité n'est pas la leur non plus. Mais il y a quelque chose, les gens de 40 ans et plus, faire des heures supplémentaires, c'est souvent pas une problématique. Mais je dirais que la nouvelle génération, 40 heures, c'est le max. Fait que c'est souvent des semaines de 32 heures. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça, c'est le petit truc, des fois, qui clash. Mais c'est correct. C'est une autre façon de percevoir le travail. Pour nous, ça a toujours été une semaine de 40 heures. Puis les heures supplémentaires, c'est après 40 heures. Je sens que la nouvelle génération, c'est autre chose. Ils veulent une qualité de vie avant tout. Tout à fait. Parlons un petit peu, comment tu perçois le quartier maintenant? Tu es très impliqué dans SDC. On parlait tantôt, tu disais, Jimmy, c'est nous autres qui l'a engagé, puis on l'a eu ici sur l'émission. Et comment tu vois l'évolution du quartier, toi? Tu l'habites dans le coin. Comment tu vois ça? Bien, nous, quand on est arrivé dans le quartier... c'était pas un quartier qu'on connaissait vraiment. Moi, j'ai étudié à Montréal-Nord, fait que j'avais vécu à Montréal-Nord. C'est très, très loin d'ici. Je veux dire, en termes de mentalité puis de type de quartier. Ensuite, Jérôme habitait dans Villeray. Fait qu'on a décidé de s'acheter un condo ici parce que Jérôme était à pied de son travail. Parce qu'il travaillait au marché Maisonneuve, aux premières moissons du marché Maisonneuve. Puis c'était vraiment la proximité du travail qui nous a apporté ici. Après ça, c'est sûr que les loyers étaient pas, les condos étaient pas chers, l'immobilier était pas cher, fait que ça nous a permis d'entrer dans le marché immobilier à ce moment-là. Je pense pas qu'on aurait pu faire ça sur le plateau là. Il y a 15 ans, c'était déjà... Fait que... Attends, répète-moi ta question. En fait, je sais comment tu vois le quartier maintenant, l'évolution. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on est arrivé ici parce que les condos étaient pas chers, l'immobilier était pas cher. Puis on voulait avoir un milieu de vie. Fait qu'on voulait un peu créer ce milieu de vie-là en ayant une entreprise. On s'est vite... Moi, je me suis vite impliquée dans le quartier. Jérôme est plus discret, là. C'est vraiment un boulanger de nuit. Pour pas dire un oiseau de nuit. Mais moi, je me suis vite impliquée. Tu sais, je viens d'un village où mes parents étaient très, très impliqués dans leur village. Fait que je pense que ça venait un peu aussi avec peut-être ma vision de la communauté. Fait que je me suis vite impliquée en ayant une entreprise, mais après ça, comme... au sein de la communauté entrepreneur et la SDC. Pour moi, là, c'était important d'avoir plus qu'un endroit où vivre, c'est d'avoir... J'aime ça, sortir de chez nous, pouvoir aller à pied, faire les commissions, pouvoir... Maintenant, on peut aller au restaurant à tous les soirs, un restaurant différent. Il y a une richesse dans ce quartier-là. Puis, je trouve qu'il y a encore... ce que j'aime, c'est la mixité qui est restée. C'est pas... je la trouve importante, cette mixité-là. On s'entend, là, il y a des choses qui sont encore difficiles à accepter dans le quartier. Puis, je pense pas que... Tu sais, la prostitution, pour moi, ça fait pas partie de la mixité, là. C'est pas de cette mixité-là que je parle. Mais... je trouve que dans Hochelaga, c'est vrai. Puis j'avais envie de participer à ça. Ben, moi, je le dis souvent, tu dis que tu viens d'un village, je viens d'un village aussi, puis je dis tout le temps, Hochelaga, c'est un village. Je veux dire, tout le monde se connaît, puis c'est ça qui est le fun, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance au quartier, puis
sais, avant, le monde disait, tu restes dans le schlag, c'était comme... Quand j'ai acheté mon premier immeuble dans le coin, j'étais policier à l'époque, puis on dit, t'es-tu malade? Toi, t'as acheté en Schlaga, oublie ça, là, tu vas te faire tuer en dedans de... Puis c'est une drôle d'affaire parce que, justement, comme c'est un village, t'as pas ça pour des relations. Je le dis tout le temps au monde, quand j'ai rencontre, même pour vendre propriété, si vous allez me croiser dans la rue avec mes enfants, là, c'est le même gars, il y a pas rien de particulier. Puis, anecdote, je croise du monde sur la rue que j'ai arrêté comme policier. Je leur parle, mes filles me demandent, c'est-tu un de tes clients? Non, non, c'est quelqu'un que j'ai arrêté. Un ancien client. Oui. Mais tu sais, les enfants, souvent, ils n'ont pas de référent. Non, non, c'est quelqu'un que j'ai arrêté. Mais pourquoi ils te parlent, papa? Ben, parce que j'étais correct avec eux autres, puis ils m'ont toujours respecté. Fait que le phénomène de village, l'entrepreneuriat, tu n'as pas le choix aussi. C'est du monde que tu vas voir tout le temps. Puis un beau sentiment d'appartenance. Ouais, ça, il y a le côté village très, très fort ici. Ouais. Puis, pour vrai, là, quand on regardait pour acheter un autre... quand on a vendu notre condo, on regardait pour acheter autre chose. Puis, on a regardé un petit peu plus haut, pas loin des Shopping-Gus. On avait regardé dans Ville-Marie. On voulait quand même rester proche de nos entreprises, là. J'étais incapable de m'imaginer ailleurs qu'ici. J'avais l'impression de changer de ville, changer de... C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on prend racine. Oui. Ouais, tu as raison. Ouais. Parlons un petit peu, parce que, évidemment, tu as fait le choix d'investir en immobilier dans ton profil d'entrepreneur. Comment tu perçois maintenant le parcours? Es-tu satisfait d'avoir investi en immobilier? Est-ce que tu ferais la même chose? Est-ce que tu ferais des choses avant? Comment tu vois ça, l'immobilier? Bien, je dirais que notre premier investissement, c'était notre condo. Puis, c'est grâce à cet investissement-là qu'on a pu avoir la boulangerie. Parce que quand on a acheté notre condo en 2005, écoute, 2 ans après, on avait été chercher 50 000 $ de valeur sur notre condo. C'est fou, c'était fou dans ce temps-là. Là. Ouais. Puis, ce 50 000 $-là, il nous a permis de mettre un cash down sur une boulangerie. Sinon, elle n'existerait pas. Fait que c'est le premier bon move qu'on a fait, c'est ce condo-là dans un quartier qui était en émergence. Je dis à tout le monde, ton premier achat est tellement important parce que c'est comme la fondation de tout. Oui, puis c'est ce premier achat-là qui nous a permis d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui, les boulangeries, l'immobilier qu'on a aujourd'hui, puis... ce que je trouve le fun dans l'immobilier, c'est que tu te dis, là, aujourd'hui, ça se paye, mais éventuellement, je vais pouvoir juste même pas penser à travailler, à faire de l'argent. Ça va... À un moment donné, il va te payer. Ben oui, puis je veux dire... Les loyers qui vont rentrer, ben ça va être mon salaire. J'ai pas vraiment de... Je suis pas très bonne pour économiser des fonds de pension, j'ai pas ça. Des REER, j'en ai pas. Mais l'immobilier, c'est des économies forcées, je dis à tout le monde. Puis des fois, je parle à des clients, puis ils ne comprennent pas. Je leur dis, ça se peut que ton bloc, il te coûte un peu de ta poche à toi et moi, parce qu'ils sont pas nécessairement rentables. Les loyers n'ont pas suivi nécessairement l'augmentation de valeur. Mais s'ils t'en coûtent 500 $ par mois, puis il prend 1000 $ de valeur, tu es dans le positif là, automatiquement. Puis tu l'as vu, la dernière transaction qu'on a faite ensemble, ben, c'était le prix du marché. C'était pas cher, c'était le prix du marché, puis tu l'as acheté parce que c'était contextuel, c'était ton voisin. Mais en rétrospect, ça fait combien de temps de ça? L'année passée. Bon, est-ce que finalement, quand tu le regardes, ça a pris de la valeur? Ben oui, je veux dire, en 1 an, c'est sûr, là, on a calculé à peu près, mon chum aime ça faire ses calculs, mais on est à peu près à 11% de valeur qu'on a pris en 1 an. Ouais, c'est fou, là. C'est fou. Puis, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on dit toujours, c'est un peu trop cher. Ouais. C'est un peu trop cher. Mais il ne faut jamais se dire ça. Parce que un peu trop cher aujourd'hui, demain, ça va être un bon... Tu sais, c'est un bon deal pour demain. Oui, exactement. Fait qu'il faut jamais penser à aujourd'hui, est-ce que c'est trop cher? C'est sûr que si c'est vraiment trop cher par rapport au marché, il y a comme une limite, mais... Si tu achètes le bon produit à la bonne place, moi, j'ai un immobilier, tout ce que tu as à faire, si tu n'as pas pris assez de valeur, attends un petit peu plus longtemps. Puis là, un petit peu plus longtemps, on l'a vu... même tu sais, je vois les condos présentement sur la rue Jeanne-d'Arc, l'an passé, j'ai de la misère à vendre ça 250 000, puis là, c'est rendu à 325 000 comme ça. Fait que le marché immobilier, c'est l'avantage, investissement passif, tu t'en occupes moins qu'une boulangerie, du moins, fait que ça diversifie le portfolio. Puis pour les vieux jours, ben, il n'y a rien. Mais c'est sûr que c'est notre valeur stable. Oui, exact. Parce que la boulangerie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais. Est-ce que ça te stresse des fois, en tant qu'entrepreneur? Oui.
Parce tous les jours. On se réveille la nuit. Tous les jours. On se réveille la nuit en pensant à ça. Ben oui, tu sais jamais ce qui va arriver. Bon. Mais l'immobilier, c'est là. Ouais. C'est comme, depuis qu'on a de l'immobilier, je me dis toujours, au moins, on a ça. Ouais. Je pense que c'est drôle parce que je pensais pas parler de ça aujourd'hui avec toi, mais on est drôle, les entrepreneurs. Hein? On pense tout le temps que c'est la dernière fois qu'on va avoir du succès, c'est là. Tu sais que ça va planter, cette affaire-là, ça fonctionnera parce pas. Parce que je sais, mais ça fait 12 ans que j'ai ce sentiment-là. OK, là, ça marche, mais... Quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que ça marche pas, cette affaire-là? C'est ça. Non, mais c'est un peu le... C'est le syndrome de l'imposteur, oui, c'est ça, j'allais dire. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Hein, ça n'a pas de bon parce sens. qu'on a toujours l'impression qu'on l'a eu parce qu'on a été chanceux. Ouais. Tu sais, on est comme... Je trouve que les entrepreneurs ont souvent de la misère à ça. Je l'ai eu parce que j'ai travaillé pour... Ouais. Tu sais, les gens nous disent souvent « Ah, t'es chanceux, t'es chanceux. » T'aurais pas fait les heures que j'ai faites. C'est ça. Mais il y a quand même... Tu sais, on en voit des entreprises qui se plantent. Mm-hmm. Bien souvent, je me dis « Ouais, ben c'est sûr, parce que... » Moi, si j'avais été élu, j'aurais fait ça. Je me dis ça dans ma tête, là, je le garde pour moi. Ouais. Mais tu sais, ça arrive des entreprises qui ferment, tu te dis, ouais, ben c'était inévitable. Mm-hmm. Mais ça arrive des entrepreneurs que tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé comme bad luck pour que ça plante? Tu sais, c'était une belle entreprise. Il y avait, ça semblait bien géré. Fait il y a toujours cette crainte-là de si jamais il m'arrivait quelque chose que je contrôle pas. Oui, puis je pense que tu dis tantôt, l'autre phénomène qu'il y a, c'est qu'on est conscient qu'on est responsable du monde, comme une famille. Hein. Mm-hmm. Écoute, ici, je le dis souvent en tant qu'entrepreneur, il y a deux affaires, c'est que tu veux qu'il y ait assez de subvenir aux besoins de ta famille, ta vraie famille nucléaire, puis ta famille de travail. Si tu n'es plus là, souvent le chef d'entreprise n'est plus là, ça se peut que ça aille pas mal moins bien puis qu'il y ait du monde qui perd leur job. Puis ça, des fois, c'est l'affaire que tu dis, OK, c'est important que... Mm-hmm. Fait que la nuit, des fois, on se réveille puis on devrait avoir aucune inquiétude puis on se réveille avec des choses qui n'ont pas rapport puis on pense à ça puis finalement... Mais j'avais entendu un entrepreneur, je me souviens plus qui, mais un entrepreneur de Québec qui avait dit, mon plus grand stress, c'est de devoir payer le nombre d'employés qu'elle avait, là, mettons 80 hypothèques. C'est un peu ça qu'on fait. Quand on fournit du travail, c'est qu'on paye des hypothèques avec nos employés. Tu sais, des hypothèques, on n'en a pas juste une, on en a pour tout le monde. Des fois, ça pourrait avoir des incidences graves si je perdais ou si je faisais pas attention à l'entreprise que j'ai. Ben, je voudrais, malgré qu'on est dans un contexte où c'est facile pour tout le monde de se trouver du travail, dans un contexte de plein emploi, c'est pas comme s'il y avait une crise, mais ouais. Cool. Ariane, je te remercie d'être venue aujourd'hui. Je te remercie en fait pour la belle conversation parce que c'est le fun. Je t'ai dit, on se connaît puis on se croise tout dans un contexte de quasiment de transaction immobilière. Des fois, on se croise sérieux, on se parle un petit peu. Mais j'admire beaucoup ce que tu as réussi à accomplir parce qu'on a parlé au début, avoir les employés, gérer une grosse compagnie, c'est quelque chose pas donné à tout le monde, mais chapeau pour accomplir ça. Merci de ta confiance parce qu'on travaille ensemble en immobilier aussi. Merci. Mais je veux dire, s'il y a une personne que j'admire dans la vie, c'est toi. Non, mais ça me fait rire que tu me dises ça. Je te jure, moi, c'est... parce que moi, je ne sais pas comment tu fais. Je trouve, tu sais, ça me fait rire parce que c'est les machines, là. Mais à chaque fois que je pense à toi puis qu'on parle de toi, parce que tu sais, on a des amis en commun, on se dit toujours, oh mon Dieu, Maxime, la machine, comment qu'il fait? C'est comme si j'ai une personne que j'admire pour faire tout ce qu'il fait, c'est toi. Je sais pas comment tu fais pour réussir à faire tout ce que tu fais dans une journée ou dans une année, mais en tout cas, écoute, à force de côtoyer des gens inspirants comme toi, pour vrai, ça me touche parce que j'ai même admiration envers toi. Puis tu me disais tantôt en arrivant, Maxime, je suis pas une machine, c'est des athlètes. Non, mais c'est parce que le but de l'émission au début, c'était pas que ce soit juste des athlètes. C'est que à un moment donné, ça partit de cette tangente-là parce que le monde qui nous suivait, c'était ça. Mais le but initial, c'était de rencontrer du monde comme toi, qui ont parti de scratch, puis ont fait quelque chose qui est assez phénoménal. Puis moi, comme je dis, j'ai une grosse admiration pour ça. Parce que gérer des différentes infrastructures, des gens, c'est quelque chose que pour moi devient très difficile parce que je ne suis pas fait comme ça. Moi, je suis un créatif un peu. Puis je réussis à bien m'entourer comme toi, mais quand tu grossis, ben là, c'est une grosse gestion. C'est ça le truc, c'est ça la clé, c'est de bien s'entourer. Parce que pour vrai, je ne suis pas une bonne gestionnaire. Je me suis jamais sentie comme une bonne entrepreneur, mais
On n'est jamais assez bon de toute façon. J'ai des idées, puis le côté créatif, mais c'est surtout que les gens avec qui je travaille, les gens qui m'entourent, ben je réussis toujours à choisir des gens qui m'amènent plus loin. Ouais. Fait que c'est... Merci mille fois, Ariane. Merci. Puis on se revoit bientôt dans le quartier. De toute façon, tous les dimanches avec mes enfants. Là. Ils me font rire, prendre un pain 15 heures. Je suis comme, vraiment, on marche pour un petit pain. C'est ça, Aroma, ça fait partie du décor. Merci. Merci, Maxime. Merci.